Salut, alors aujourd'hui je vais vous faire partager une toute petite astuce concernant les rustines. Donc je vais pas vous expliquer comment on se sert de ce type de boîte de rustine à vélo, parce que normalement vous êtes supposé déjà savoir le faire. Avis à tous ceux qui prennent ce genre de rustine, qui mettent la colle et qui le collent directement à la sauvage comme ça là-dessus et qui se demandent après pourquoi ça fuit. Allez regarder un tuto sur comment on pose une rustine pour un vélo ou peu importe. Allez regarder un tuto sur comment on pose d'abord ce genre de choses. Et ensuite, vous revenez me voir. Bon, là, on va partir du postulat que ça, on ne l'a pas sous la main. Ou alors que l'entaille est trop grosse dans la chambre à air, type chambre à air de tracteur tondeuse, truc comme ça. Admettons, il y a une grosse entaille dedans. Et que ce type de boîte ne suffise pas. Ou alors que vous n'en avez pas. Alors, c'est très simple. Il suffit de découper un morceau de chambre à air. Donc là, évidemment, si c'est une grosse entaille, on découpe un gros morceau, comme je l'ai fait là. Si c'est une petite entaille, vous avez besoin d'une petite rustine, tout simplement, on découpe un petit carré comme ceci. Ensuite, à l'intérieur des chambres à air, il y a une espèce de petite poudre là. Je ne sais pas ce que c'est, je pense que ça doit être un genre de talc, quelque chose comme ça. Alors ça sert, c'est tout con, ça sert pour le stockage de la chambre à air. Quand elles sont stockées comme ça, pliées sur elles-mêmes, le caoutchouc aurait tendance à coller sur lui-même. Donc ils mettent ce genre de talc à l'intérieur, c'est pour éviter que le caoutchouc colle sur lui-même et qu'elles se déchirent quand on les ouvre alors qu'elles ont été stockées pendant plusieurs années, tout simplement. Donc cette petite poudre-là, il faut l'enlever parce qu'on va se servir du côté intérieur de la chambre à air pour faire notre rustine. Le côté extérieur, très souvent, il y a des petites aspérités de moulage comme ça. Donc évidemment, ça, ce côté-là n'est pas utilisable. Donc pour enlever la petite poudre, rien de plus simple. Un peu d'essence, vous êtes obligé d'en avoir. Que ce soit pour un tracteur tondeuse ou que ce soit pour une mobilette, vous êtes obligé d'avoir de l'essence. Sinon, la mobilette ou le tracteur tondeuse ne marche pas. Voilà, donc ça l'enlève très très bien. Ensuite, il faut dégraisser la surface. Alors pour dégraisser la surface, plusieurs solutions. Acétone, ça c'est le top du top. Ensuite, nettoyant frein. Alors ça c'est carrément génial. Là c'est, voilà, 2 secondes, c'est fait. Un coup de chiffon, c'est plié. Ça c'est du nettoyant frein de dope de chez Action. Ça fait très bien le taf pour ce que c'est faire. Voilà. Ensuite, si vous avez ni l'un ni l'autre, il suffit d'aller dans l'armoire à pharmacie et d'utiliser tout simplement d'alcool à 90. Il faut vraiment que la surface soit très 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 propre et extrêmement dégraissée. Ensuite, à l'intérieur de ces petites boîtes-là, vous avez un petit papier à poncer qui s'apparente à du 120 et une petite gratounette, on va dire. Donc ça, je vais partir du postulat où on n'en a pas besoin. Le papier à poncer, ça s'apparente grosso merdo à du 120 à la louche. Donc ça, vous êtes obligé d'en avoir chez vous. Si vous avez fait travailler du bois, si vous avez fait du placo pour les bandes à poncer, des trucs comme ça, vous êtes obligé d'avoir au moins un petit bout de papier à poncer chez vous. Donc moi, là, j'en ai un, il est un petit peu fin, mais bon, ça ferait le taf. Là, j'ai du 2,40. Allez, on va prendre un petit bout de 2,40 comme ça. Allez, s'il veut bien se découper. Voilà, et la différence entre les rustines qu'il y a dans ces boîtes-là et ce système-là, c'est qu'il va falloir gratter également la rustine en elle-même. Donc bon, bah, on la gratte, hein, et on y va, on se fait plaisir. Hein. Faut vraiment la... Je vais pas dire la charcuter, mais faut quand même bien y aller, quoi. Faut vraiment que la surface soit assez rugueuse. Voilà, tout simplement. Voilà, on voit que la chambre à air, elle a changé un petit peu de couleur. Elle est un petit peu... voilà, on voit que ça l'a quand même pas mal abrasé. Pareil, renettoyage. Voilà. Hop, et on va dire que là, ma surface, elle est vraiment apprêtée. Elle est bonne. Là, elle est prête à coller. Ensuite, pour remplacer la colle Velox, la fameuse colle que tout le monde connaît, vous pouvez utiliser de la néoprène. Alors ça, la néoprène, c'est génial parce que ça, sur un tube comme ça, des chambres à air, vous pouvez en faire 15 000, quoi. Je veux dire, là, sachant qu'il faut une goutte par rustine ou 2 gouttes par rustine, je veux dire, ça, un tube comme ça, si vous faites que de la chambre à air avec, vous allez l'emmener dans votre tombe, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. En ce qui concerne les cols Carrefour, franchement, je recommande. Elles sont pas chères, ça c'est 2,70 € je crois le tube, un truc dans le genre, 2,50 €. Pareil pour la colle, celle-là. Là. Ça c'est d'Aloctite, c'est génial. Enfin, c'est l'équivalent de l'Aloctite. C'est génial, elle est en gel. Et au lieu d'acheter la super glue de chez Loctite, où on achète un gros bidon, quand on le ressort 6 mois après, il est sec, le truc il est mort. Là c'est bien parce qu'en en fin de compte, vous perdez, si jamais le. Il y a quoi? Il y a 2 gouttes par petit tube. Si jamais il y a un tube qui a séché, c'est pas grave, il vous reste les 2 autres. Ce qui fait que quand vous vous en resservez 6 mois plus tard, vous en avez toujours, le truc il fonctionne. Vous avez toujours un peu de rab et ça peut pas. Un tube s'il est ouvert, il va pas faire sécher les 2 autres pour des raisons évidentes. Bon, ça c'était la petite aparté col Carrefour.
Donc ça, c'est génial. Ça, franchement, la néoprène les chambres à air, si vous avez rien et que vous avez de la néoprène chez vous pour recoller des chaussures ou peu importe, voilà, vous pouvez utiliser ça. Pas besoin de colle Velox. La Velox, c'est mieux parce que c'est un genre de néoprène mais qui est étudié pour. Là, c'est pas vraiment étudié pour, mais franchement, c'est super. Ça marche vraiment très très bien. Donc, une fois que la surface elle est apprêtée, il suffit de faire exactement suivre la même procédure que sur les boîtes normales, hein. C'est-à-dire, on vient poncer sa chambre à air. Alors, il est où mon petit bout de papier à poncer? C'est pas grave. On va redécouper un petit bout. Voilà. Vous avez compris le principe de toute façon. On repère son trou sur la chambre à air. On vient gratter bien comme il faut. Exactement comme ils disent de faire dans la notice d'école Velox standard, hein. Voilà, donc là, moi, je prends une chambre à air coupée parce que j'en ai pas de percée sous la main. Ensuite, on dégraisse, pareil, alcool, acétone, ce que vous voulez. Tac, voilà. Ensuite, la colle néoprène. Alors, la colle néoprène, c'est exactement la même chose que la colle Velox. Faut attendre qu'elle sèche un petit peu. Voilà. Donc, je vais en mettre quelques gouttes ici, à l'endroit où j'ai poncé. Alors là, vraiment, c'est une petite goutte. Une petite goutte sur la surface également, hein. C'est vraiment, c'est comme la colle Velox, hein. C'est pas, il y a rien qui change, hein. Voilà. Hop, on l'étale bien. C'est bien parce que cette colle-là, en plus, on voit quand elle commence à réagir, elle commence à faire des petits filets bien gras. Voilà. Voilà, ça fait des petits filets comme ça là. Voilà. Donc là, évidemment, je n'avais pas mis assez, donc forcément, elle sèche un petit peu vite. Donc je vais en remettre un petit peu plus. Admettons, hein, là, c'est vraiment pour expliquer grosso modo, hein. Voilà, donc là, j'y tartine un petit peu bien comme il faut. On attend une minute ou deux que ça sèche, hein. C'est marqué aussi dessus, hein, sur la néoprène, c'est marqué d'attendre de laisser sécher une minute ou deux avant de coller les deux pièces ensemble. Donc là, on colle. Tac. On attend, je vais dire une petite bêtise, mais on va dire grosso modo 1 heure. Alors moi j'utilise une petite pince comme ça. Évidemment, on peut utiliser tout simplement du poids, hein. Prendre une petite boîte comme ça pleine de boulons. Tac, on y pose une bouteille par-dessus. Voilà, on attend un petit peu le temps que ça sèche. Au moins une petite heure, quoi. Ensuite, une fois que ça a été fait, il ne faut surtout pas gonfler la chambre à air à bloc pour voir si ça fuit ou non. Parce que sinon la rustine elle va se décoller tout de suite. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on la gonfle légèrement et on la monte à l'intérieur du pneu. Pourquoi? Alors, je vais faire un petit peu de place. J'espère qu'on va bien le voir le tableau. Tac. Ensuite, donc là sur le tableau, j'ai représenté en vert la jante, je ne sais pas si vous voyez bien, en noir le pneu et en bleu à l'intérieur que j'ai fait un trait assez épais exprès pour que ça se voie, la chambre à air. Et en rouge ici, on voit tout simplement la petite rustine que j'ai collée. Donc ce qui va se passer, c'est que on prégonfle très légèrement sa chambre à air, faut pas la gonfler beaucoup. Après une petite heure de séchage, faut savoir que ces colles-là, c'est entre 24 et 48 heures pour un séchage complet. C'est marqué dessus, hein, je l'invente pas. Donc après un séchage d'une heure, on se doute que la colle elle est encore un petit peu plus souple que prévu et qui pourrait potentiellement être sujet aux fuites. Donc on monte sa chambre à air, on la gonfle à l'intérieur, on la surgonfle légèrement. Par exemple, si le pneu doit y avoir 2 barres à l'intérieur, vous pouvez la monter largement à 3 barres, 4 barres, même s'il faut. On la gonfle bien. Pourquoi? Parce que la chambre à air, quand elle va venir pousser comme ça à l'intérieur, elle va venir plaquer la rustine contre le pneu. Pareil, ça faut pas mettre trop de colle non plus, parce que si vous en mettez trop, la colle à rustine, elle va dégueuler. Surtout si elle n'est pas finie de sécher. Elle va venir coller contre le pneu, et quand vous allez démonter le pneu, la rustine va rester collée après le pneu, et la chambre à air va vous venir dans la main, ça va vous rouvrir directement le trou que vous aurez rebouché avant. Bon, généralement, quand on rouvre, c'est parce qu'il faut changer le pneu et la chambre à air, donc ce sera pas trop un problème, mais bon, je préfère le dire, de pas trop en mettre des kilos non plus, ça sert à rien. Ça va juste faire chier, parce que ça va dégueuler, ça va venir tout coller, la chambre à air avec le pneu et la rustine tout ensemble. Donc là, ça va venir plaquer la rustine directement contre le pneu. Là, vous faites ça, par exemple, la veille pour le lendemain. Le lendemain, quand vous prenez votre tracteur tondeuse, votre mobilette, votre vélo, peu importe, le truc, il ne bouge pas. J'ai des rustines comme ça qui sont installées sur mes engins depuis des années, des années, des années. Les machines, elles ne bougent pas. Les rustines, elles n'ont jamais bougé. Voire même, elles bougent moins que les rustines qui nous donnent comme ça, parce qu'elles sont beaucoup plus épaisses et beaucoup plus résistantes.
L'avantage aussi de la chambre à air, c'est que, en fin de compte, c'est extrêmement souple, vu que c'est le même matériau que de la chambre à air, hein, vu que c'est la même chose. Donc du coup, au moment où ça s'étend bien partout de façon uniforme. Alors que ces trucs-là, quand vous gonflez votre chambre à air dans le vide, après une réparation, une chambre à air qui a été gonflée, on voit clairement que ça fait vraiment une grosse restriction sur la chambre à air. Avec des morceaux de chambre à air qui ont été collés par-dessus de la chambre à air, les restrictions, il y en a. Évidemment, la chambre à air, comme elle est plus épaisse à cet endroit-là, elle fait une petite résistance, mais la résistance, étonnamment, elle est un petit peu moins importante que là-dessus. Surtout sur des petites rustines. Donc voilà, c'était pour vous faire parvenir une petite astuce. Et là, ça vous permet avec rien, avec 2,50 € de budget, c'est-à-dire ça, 2,70 € peut-être, de budget, des morceaux de chambre à air qui traînent, ça on en a tous à la maison. Je veux dire, un ciseau et un morceau de papier à poncer. Vous avez de la rustine, mais à profusion, vous pouvez réparer n'importe quoi avec ça, et ça tient. Voilà, c'était la petite astuce du jour, comment se passer de ce genre de kit quand on n'a rien sous la main et avoir vraiment c'est vraiment la rustine du pauvre, hein, c'est avoir de la rustine du pauvre à profusion euh, pour, euh, pour pouvoir se dépanner. Je pense notamment aussi à moi quand j'étais jeune, je sais pas si vous l'avez fait aussi, mais démonter ses pneus de mobilette avec des tournevis quand on n'a pas de minute, évidemment, ça on l'a tous fait. Et évidemment, on a tendance à percer un peu les chambres à air avec ça. Et donc du coup, les boîtes de rustine, on les épuise très très vite. Et quand on se retrouve avec la mobilette, avec une chambre à air percée, qu'on n'a plus de rustine et qu'elle doit rouler le dimanche, et on peut commander sur internet, mais elle sera jamais arrivée le lendemain. Là, avec un système comme ça, voilà, le lendemain, votre chambre à air, elle est réparée, elle roule, et croyez-moi, ça va pas crever dès le lendemain, quoi. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour, hein. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et je m'arrête là pour cette partie-là. Et puis on va passer à autre chose juste après qui a strictement rien à voir avec la chambre à air. Allez, à tout de suite. Alors, pour le petit truc qui n'a rien à voir, c'est au niveau des joints. Pour les joints moteurs, j'ai cru comprendre que les joints moteurs pour le Air Fox ne se trouvaient pas dans le commerce. En vérité, pour moi, quasiment la même en base que le Polini. Je suis pas allé vérifier avec un joint Polini, mais pour moi, c'est quasiment les mêmes. Mais bon, admettons que vous voulez vraiment ce joint-là. Moi, je peux vous en faire parce que j'ai le gabarit. J'ai le gabarit du joint qui est donné avec. J'ai également des gabarits de joints qui n'existent pas. Alors, ils sont pas parfaits, mais ils sont quand même pas trop mal pour le Ersal T6. Le truc, si je dis ça, c'est parce que je peux les avoir. En fait, j'ai un surstock de joints, de feuilles de joints que je dois passer, hein, tout simplement. Qui va vous permettre potentiellement de faire de la rehausse de diag. Parce que j'ai du joint très très épais. Donc là, ça c'est un cylindre que j'avais déjà entre guillemets préparé, hein, avec culasse rectifié et tout le bordel. Donc là, sur ce cylindre-là, j'étais déjà à presque. Là, j'étais à presque 2 mm de cale, hein, 1,90 quasiment, hein, à l'embase, hein, 1,88. Voilà. Donc c'est quand même assez important. Donc j'ai plusieurs feuilles de joint dont j'aimerais faire partir un petit peu. J'ai de la feuille de 0,5 mm d'épaisseur. Donc une feuille de 0,5 avec une cale de 0,5 trouvable dans le commerce, ça permet de faire de la rehausse de diag facilement. Et la feuille la plus épaisse que j'ai, elle fait 1,6 mm d'épaisseur. Donc ça fait vraiment du joint extrêmement épais. Et j'en ai vraiment, vraiment, j'en ai quoi. Je veux dire, j'en ai des quantités, voilà, je l'ai en rouleau quoi. Donc pour ceux que ça intéresse de faire du Ersal T6 70cc, enfin d'avoir du joint très épais pour pouvoir faire de la rehausse de diag, ou tout simplement pour pouvoir le monter en mode plug and play sans être obligé de rajouter une cale, vous me le dites. Moi les joints, je les fais par 10. Je suis obligé parce que sinon ça coûte plus cher en frais de port qu'en joint. J'ai également pour de l'origine 3 transfert, donc ça c'est un que j'avais déjà préparé, qu'on a vu dans une autre vidéo d'avant, qui marche relativement bien. Et donc là c'est pareil, je peux vous faire des joints d'origine 3 transfert, d'origine des joints qui donnent dans le commerce. Généralement c'est du 0,25, celui-là c'est quoi? C'est du 0,30, voilà. Donc il y a du 0,30, il y a du 0,25, des fois je crois que les plus fins que j'ai trouvé dans le commerce, ça devait être du 0,15 aussi au petit concessionnaire, j'étais fou, le joint était vraiment, c'était fin comme tout. Je peux vous le faire en plusieurs autres épaisseurs pour vous dépanner, pour vraiment faire de l'ajustage de rapport volumétrique et de squish à la rigueur.
Voilà, là j'ai du 0,25 par exemple, ça c'est dès que j'avais en rab que je m'étais fait pour moi. Donc voilà, par contre là je peux vraiment vous le faire en très très épais, c'est-à-dire que je peux vous faire des joints 1,5 mm d'épaisseur, c'est énorme. Et en une seule feuille, c'est pas un multicouche, c'est pas un millefeuille qui va venir comme là, voilà, ça c'est un truc que j'avais fait. Donc là c'est clairement un millefeuille, cale, plus joint, plus joint. Voilà, donc ça fonctionne, hein, c'est pas le problème, mais bon, c'est un peu moyen. Ensuite, bah, la découpe de la cale, c'est pareil, c'est des cales que j'avais déjà récupérées, que j'ai déjà utilisées plusieurs fois, je vais pas racheter une cale à chaque fois. Bon, pareil, les cales, c'est une espèce de millefeuille d'aluminium, franchement, c'est pas ouf. Donc ça fonctionne, mais c'est pas ouf, c'est pas propre au démontage, en tout cas au montage et au démontage, c'est pas propre. Donc si vous voulez des joints vraiment bien épais, c'est-à-dire du 0,5 et du 1,5 mm, et après quelques petits joints comme ça à la rigueur pour affiner, je peux vous les faire, ce qui vous permettra de faire des rehausses de diac sur ce type de cylindre. Donc j'ai le gabarit du Hersal Fox, j'ai le gabarit de l'origine 3 transfert. Comme j'ai dit dans deux autres vidéos, un origine 3 transfert avec les diagrammes rehaussés correctement, c'est-à-dire les latéraux à ras le point mort bas et entre 55 et 60 degrés d'écart entre le diagramme d'admission et d'échappement, ça crache. Mais vraiment, ça crache vraiment bien. Avec une rehausse de diag, ça crache largement aussi bien que ça monté stock, voire même bien plus. Donc voilà. Donc si vous voulez des joints très très épais dans des matériaux à joints, hein, c'est du papier indéchirable exprès pour les joints, vous me le dites. Moi je vous les fais. Alors ce sera des pochettes minimum par 10 joints. Faut compter en moyenne 2 euros pièce, donc ça veut dire 20 balles la pochette de 10 joints, frais de port inclus. Et après, le prix il est dégressif. Si vous m'en demandez, je sais pas moi, 10 de celui-là, 10 de ça, 10 de l'Ersal T6 70cc. Après, les prix ils sont dégressifs. Je peux descendre jusqu'à frais de port inclus, jusqu'à 1 € le joint, à peu près, ce qui est à peu près les prix du marché. Hein. Parce que sur le marché, je crois qu'on les trouve à 80 centimes d'euros pour des joints qui ont été taillés à la hache. Là, vous avez du sur-mesure pour le même prix. Par contre, il faut me les commander en masse. C'est-à-dire qu'il faut en avoir faut m'en commander une cinquantaine, un truc comme ça, et moi je vous les fais, je vous fais une grosse pochette, 50, 100 joints, il n'y a pas de problème. On s'arrange au niveau des tarifs et tout, en fonction de l'épaisseur, mais grosso merdo, pour des petites séries, on est autour de 2 euros le joint, pour des grosses séries, on peut descendre jusqu'à 1 € le joint. Surtout pour des cylindres comme ça, où les joints ne se font pas. En tout cas, ils ne sont pas vendus en tant que tels comme du Hersal Fox et dans des épaisseurs qui n'existent pas pour de l'origine 3 transfert, ni non plus pour le T6 70cc. Donc ça, vous me le dites, si vraiment vous en voulez, je les fais par pochette de 10 minimum. Et après, le maximum, bon, il n'y a pas vraiment de maximum, hein, je peux monter jusqu'à 50, 100 joints. Par contre, pas plus de 100 joints, parce qu'après, ça commence à me faire chier. Mais parce que c'est super long quand même, mine de rien à faire. La découpe laser que j'ai, elle est assez lente. Donc voilà, c'est la petite aparté qui a strictement rien à voir avec les rustines. Hein. C'était pour faire une rustine à la vidéo plutôt. Et voilà, et c'est tout. Bon allez, je vous laisse. Salut.